Bonjour à tous, bienvenue sur Niap. Aujourd'hui, on va parler du deuxième tome d'un diptyque, Les Chiens de Pripyat. C'est scénarisé par Aurélien Ducoudray et dessiné et mis en couleur par Christophe Aliel. Aurélien Ducoudray, on l'avait déjà rencontré lors de l'exposition The Grossery. Je vous mets un lien en description. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Alors, la suite de l'histoire, on la connaît. Ça propage dans l'atmosphère un certain nombre de particules radioactives qui contaminent les alentours et même l'Europe. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'à 3 km de la centrale, il existait une petite ville nommée Pripyat qui abritait 50 000 habitants. Et les habitants de la ville n'ont pas été évacués le 26 avril lors de l'accident, mais 30 heures plus tard, le 27 avril 1986. Lorsque l'on a évacué ces habitants, ça s'est un petit peu fait dans l'urgence, et on ne leur a pas vraiment expliqué ce qui allait se passer. Donc pour eux, ils allaient vraiment revenir quelques jours plus tard. Or on sait très bien qu'ils n'y reviendront jamais. Suite au départ des habitants, une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale a été décrétée. Donc ils ont abandonné sur place un tas de biens personnels et pour beaucoup, leurs animaux domestiques. L'histoire des chiens de Pripyat, elle se situe 6 mois après la catastrophe, à l'époque où on ne savait pas encore réellement ce qui s'était passé, ou en tout cas toutes les conclusions de l'affaire n'avaient pas été tirées. Dans les chiens de Pripyat, vous avez un père de famille, Kolia, son fils de 16 ans, et puis 3 amis à eux qui partent dans la zone contaminée avec pour objectif de tuer des chiens. Alors ça peut paraître complètement stupide de faire ça, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que suite à la catastrophe, on a envoyé ce qu'on appelle des liquidateurs pour enterrer les villages et tuer les animaux errants. Tuer les animaux errants, pourquoi? Parce qu'avec leur pelage, en passant dans des zones contaminées, ils risquaient de contaminer à leur tour les gens qu'ils allaient croiser par la suite. Donc tuer les chiens laissés sur place avait un intérêt pour assainir, on va dire, la zone. Ce petit groupe de 5 personnes, ils avaient pour objectif donc de tuer des chiens contre une rémunération. Et c'est vraiment ça leur motivation. La rémunération, c'est 30 roubles par chien tué. Alors je ne sais pas réellement quel était le taux de conversion en 1986, mais en 2018, début 2018, le taux de conversion 30 roubles, c'est équivalent à 40 centimes d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce qui était assez saisissant dans le premier tome, c'est qu'on voyait les 5 personnages évoluer dans une zone qui était complètement inhabitée. Une zone qui était dépeinte dans des tons de gris et de blanc parce qu'il neigeait, et on voyait les personnages dans une sorte de silence omniprésent. Les rares personnes qu'ils côtoyaient, c'était des récupérateurs, des gens qui essayaient réellement de récupérer des métaux dans la zone, parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait, des gens qui récupéraient des radiateurs, des gens qui récupéraient des morceaux de plomberie, pour les revendre ensuite, avec tous les dégâts que ça peut causer. Et puis il y avait dans la zone à la fois un chien un peu étrange qui semblait leur tourner autour, un chien plus gros que les autres, qui attirait énormément de mystère autour de lui. Et on avait également des gens vêtus de masques, alors que les personnages de la saga n'en portent pas, pendant toute leur exploration, ce qui, sur un plan sanitaire est peut-être pas très opportun, on va dire. Vous aviez donc des gens qui étaient cachés, qui les espionnaient, on ne savait pas trop qui ils n'étaient pas non plus d'autres liquidateurs. Ils avaient un comportement qui détonnait complètement avec l'environnement et qui semblait totalement inapropos. Dans cette saga, il y a vraiment la menace perpétuelle de la radioactivité qui pèse sur les personnages. Mais les personnages l'ignorent, dans le sens où eux ils pensent que le problème est résolu, la centrale a été colmatée, aucun souci. Nous on sait que 30 ans après, il y a encore des séquelles, des dommages, et que la zone n'est absolument pas praticable. Même si, aujourd'hui, les taux de radioactivité de la zone sont beaucoup plus faibles qu'à l'époque. Représenter la radioactivité, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que, par définition, c'est incolore, inodore. C'est difficile de représenter une menace qui est complètement invisible. La seule manière de percevoir la radioactivité, c'est par le goût, c'est un goût de plomb, mais dans une bande dessinée, eh bien, ça va être très compliqué de représenter la radioactivité. Alors Christophe Aliel, il est assez futé, il a représenté les effets de la radioactivité, c'est-à-dire à la fois la zone qui est complètement dévastée, qui impose une sorte de climat un peu mystérieux. Les conséquences dans la zone, ce sont aussi les hallucinations des différents personnages, qui, tout au long de leur périple dans la zone, se mettent à voir des choses complètement délirantes, incohérentes. Et puis, il va aussi dessiner les personnages qui ont pu être irradiés avec les irradiations, les pustules, les membres boursouflés, etc. Si vous n'avez pas lu le premier tome et que vous souhaitez lire, je vous conseille de revenir plus tard. Dans le deuxième tome, vous avez donc Kolia, qui est le fils de sanglier, qui a fait la rencontre à la fin du tome 1 d'enfants qui vivent dans la zone. Et ces enfants-là, ils n'ont absolument aucune conscience du danger que présente la radioactivité. Alors on les voit se baigner dans une sorte de piscine de refroidissement de la centrale nucléaire, ce qui paraît complètement aberrant en 2018. On a vraiment peur pour les personnages, on se dit mais ils sont pas conscients de ce qu'ils font, ils vont vraiment se mettre dans une situation dangereuse, ils vont souffrir, etc. Là où eux, aucun problème. Ce qui est très amusant, c'est que pour eux, les masques de protection et les combinaisons de protection, ça tient plus du déguisement que de la combinaison de protection. Et c'est là que c'est un petit peu
un petit peu effrayant, quoi. Et autant dans le premier tome, la menace de la radioactivité, on la sentait vraiment planer sur les personnages, autant dans le deuxième tome, on a tendance, nous lecteurs, à l'oublier. Là où dans le tome 1, on s'intéressait davantage à la chasse aux chiens, dans ce deuxième tome, on s'intéresse davantage aux enfants et à la manière dont ils ont réussi à reconstituer une micro-société au sein de la centrale. C'est un monde un peu dystopique où chacun a essayé de trouver un rôle avec un fonctionnement qui a un semblant de monde d'adulte mais avec des considérations un peu d'enfant. Je prends comme exemple l'un des enfants de la zone qui paye une prostituée qui est donc à proximité de la zone pour qu'elle lui lise des histoires comme sa maman aurait fait. Des enfants qui ont été oubliés dans la zone, chose dont je n'ai absolument pas connaissance dans ce que j'ai pu lire sur le sujet. En revanche, il y a des films qui se sont déjà inspirés de cette fiction d'enfants abandonnés dans la zone, c'est Chroniques de Tchernobyl, qui pour le coup on avait fait des monstres. La BD est réalisée dans un style très réaliste pour tout ce qui est bâtiment. On a vraiment l'impression d'y être, ça ressemble vraiment à ça, Pripyat, dans tous les reportages qu'on peut voir jusqu'à présent, et semi-réaliste pour les personnages. Semi-réaliste pour les personnages, on a un personnage alcoolique qui s'appelle Spoutnik, qui est très marqué au niveau du visage. On a un personnage qui s'appelle Petit Père, qui est quelqu'un d'un peu timide, un peu renfermé. Ça se voit aussi sur son visage. Les méchants ont vraiment des têtes de méchants. Tous les personnages ont leurs traits de caractère vraiment presque marqués sur leur visage. C'est très parlant. On voit le personnage, on se dit, lui, il est comme ça. Et effectivement, il est comme ça. Et les couleurs, à la fois les couleurs froides qui marquent la zone et les couleurs chaleureuses du village qui est juste à côté et auprès duquel les enfants se ravitaillent, ça marque vraiment une séparation avec pour chacun des univers des règles qui leur sont propres et qui les régissent de manière indépendante. Bref, super diptyque. Si vous aimez tout ce qui touche au nucléaire, à la radioactivité et aux dystopies avec des enfants, ça peut vous intéresser. Je pense que c'est un diptyque qui est plutôt adressé aux ados adultes, parce qu'il y a quand même des scènes de sang et quelque chose comme ça. Sachez que si vous voulez élargir le sujet, la zone est encore complètement contaminée sur une distance de 30 km. Ils n'ont pas tué tous les chiens dans la BD, il en reste encore un certain nombre aujourd'hui encore autour de la centrale. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique bande dessinée. Ciao!